Eh bien, bonjour à toutes et à tous dans des conditions particulières, mais on est très très content de vous retrouver, vous qui nous suivez sur Twitch dans Hors Normes. Bonjour Pierre, comment tu vas? Salut Marion, ça va très bien et toi? Ça va très On bien. est, on Moi est, dans le Gers, on est à moi dans le distance Gers cette et toi à fois-ci. Paris, Voilà. Oui, je t'entends, je t'entends, je t'entends. mais on y Confinement. arrive. Ouais, exactement. Alors, je rappelle Je... quand même qui tu es, Pierre, pour ceux qui te découvrent, Oui, peut-être oui, pas du oui. tout, mais je le rappelle quand Oui, même. oui, Tu ça es fonctionne. tous les matins à 8h17 dans la matinale de France Inter, expert en géopolitique. Tu observes de près tout ce qui se passe à l'échelle internationale. Tu as été correspondant en Chine, mais aussi en Afrique du Sud, au Moyen-Orient. Bref, tu as pas mal voyagé. Et tu es président de Reporters sans frontières. Raph lui a présenté, Et elle a avec dit qu'elle toi, avait compris on et creuse qu'elle des allait sujets de préparer le truc. géopolitique et de technologie, Mec, puisque je m'entends dans le live. c'est aujourd'hui aussi puissant, je crois qu'on est d'accord, que le spatial, que le nucléaire et tous les enjeux de bataille aujourd'hui à l'international. Je crois que tu en es convaincu toi aussi, Pierre, avant qu'on démarre sur le sujet du jour. Oui, oui, je pense que la technologie est aujourd'hui inséparable de la géopolitique et réciproquement. Et je pense que le sujet qu'on va aborder aujourd'hui en est l'illustration parfaite. Exactement. Alors pour ceux qui nous écoutent, évidemment, si vous ne connaissez pas le format, l'idée c'est qu'on va parler aujourd'hui d'un thème qu'on a choisi avec Pierre. Aujourd'hui, on va parler de Taïwan, ce petit territoire qui fait l'objet de toutes les attentions, mais aussi de toutes les batailles et les rivalités. Pierre, on va creuser un peu l'histoire et l'actualité avec toi. Et puis évidemment, place aux questions, puisque c'est Twitch, évidemment, on a bien compris, et c'est pour ça qu'on est là, que voilà, c'est un débat pas qu'entre nous, mais avec vous aussi. Et on serait content d'avoir une, deux, 10, 100 000 questions dans le chat auxquelles, évidemment, Pierre et moi, on sera ravis de répondre. Donc, bienvenue à toutes et à tous dans ce direct. Alors, je parlais de Taïwan, Pierre. Pourquoi tu as choisi, puisque, pour être honnête, c'est toi qui m'as dit hier et avant-hier que Taïwan, il y avait de l'actu. Qu'est-ce qui se passe à Taïwan aujourd'hui? En fait, c'est un sujet magique si on s'intéresse à la fois à la technologie et à la géopolitique. Et Taïwan, c'est la question taïwanaise, pour prendre un terme un peu prétentieux, c'est le croisement de toutes les disciplines. C'est la géographie, c'est l'histoire, c'est la géopolitique, c'est la diplomatie, c'est le militaire et c'est la technologie. Alors, je pense que pour comprendre, il, il faut d'abord parler de pourquoi c'est chaud en ce moment, pourquoi on en parle. Alors, on en parle parce que il y a depuis maintenant 2-3 ans un durcissement des relations entre les États-Unis et la Chine. Ça a commencé sous Trump, ça continue sous Biden. Ça a commencé comme une guerre commerciale, c'est devenu un choc de titans, un choc des deux superpuissances de notre époque. Et dans cet affrontement frontal, ben, il y a un tout petit bout de territoire qui fait 35 000 km², 23 millions d'habitants. C'est pas grand-chose à côté des 1 milliard 400 millions de Chinois et de la superpuissance américaine, mais il est clé et on va voir pourquoi, c'est Taïwan. Et en ce moment, il se passe beaucoup de choses autour de Taïwan parce que, alors, c'est là que je disais, il faut faire à la fois de l'histoire et de la géographie. Avant de rentrer dans le détail, il faut placer ça sur la carte. Euh, alors, je ne sais pas si si on a une carte possible ou si vous pouvez aller voir une carte par ailleurs. Mais Taïwan est situé au large de la Chine, on peut dire ça comme ça, en mer de Chine du Sud. Donc, c'est en face du sud de la Chine, de la province du Fujian, de la ville de Xiamen, qui est un port et une ville important en Chine. Et il y a une particularité déjà, c'est qu'il y a certaines îles qui sont dépendantes de Taïwan, qui sont plus près des côtes chinoises que de Taïwan. Il y en a une qui s'appelle Kinmen, qui est incroyable. Elle est à 10 km seulement de la côte chinoise, de la ville de Xiamen. Mais alors que Taïwan est à 180 km de l'autre côté. Donc, or, ça appartient à Taïwan. Ça a été, pendant la guerre froide, un enjeu extraordinaire qui était bombardé, qui était fortifié, etc. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus paisible, mais enfin, c'est
ça fait partie des scénarios de guerre possibles que la Chine vienne prendre cette île qui aujourd'hui est sous juridiction de Taïwan. Je disais, ça croise l'histoire, c'est que l'histoire est quand même très particulière. Il faut remonter au début. Taïwan s'appelait en fait Formose. C'est les Portugais qui ont appelé ça Formose. Formosa, c'est belle, c'est la belle île. Oui, c'est belle île en portugais. Puis ça a été colonisé. Enfin, c'est devenu un port néerlandais, hollandais, à l'époque où les Hollandais étaient les grands navigateurs à l'échelle mondiale. Et puis, l'empire Qing, l'empire chinois, a mis la main sur Taïwan. Et il y a eu tout d'un coup un afflux de migrants du continent qui se sont installés sur cette île dont la Chine a commencé à prendre possession. Et ces migrants chinois se sont installés dans une île où il y avait des populations aborigènes, donc des autochtones de l'île qui tout d'un coup se sont trouvés submergés par des gens venus du continent. Donc ça, c'est la phase 18-19e siècle qui est relativement simple. À la fin du 19e siècle, 1895, il y a une guerre sino-japonaise. Et à la grande surprise et au grand choc des Chinois, ils la perdent. Je dis au grand choc parce que la Chine pensait qu'elle était le grand frère du Japon, que le Japon était une excroissance culturelle, religieuse de la Chine. Et tout d'un coup, ils découvrent que le Japon s'est émancipé, s'est modernisé et a une force de frappe supérieure à la Chine. Donc la Chine perd cette guerre. Et parmi les pertes dues à cette guerre, les Japonais font main basse sur l'île de Taïwan. Donc Taïwan devient, en 1895, séparée du continent chinois et devient une colonie japonaise. Et elle le restera jusqu'en 1945, c'est-à-dire la fin de la Seconde Guerre mondiale, la défaite du Japon. Et à ce moment-là, Taïwan est récupérée par la Chine, qui entre-temps est devenue une république. Donc c'est la République de Chine, Republic of China, qui prend le contrôle de Taïwan. Et donc c'est la première fois que cette république met les pieds à Taïwan. Mais qu'est-ce qui se passe après la Seconde Guerre mondiale en Chine? Il y a une guerre civile entre les nationalistes et les communistes. Elle est gagnée par Mao. Mao prend Pékin et proclame la République populaire de Chine, donc il met fin à la Republic of China et il proclame la République populaire de Chine. Et Chiang Kai-shek, qui était le président chinois, se replie où? À Taïwan. Donc il perd le pouvoir à Pékin et il part avec 2 millions de personnes. Les soldats, les familles, tous ceux qui avaient à craindre d'un pouvoir communiste suivent Chiang Kai-shek dans son exil. Il part à Taïwan et il emmène, petite précision qui n'est pas indifférente, il emmène tous les trésors du musée de Pékin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le principal lieu du patrimoine culturel historique chinois, il est à Taipei. Ce sont des caisses et des caisses et des milliers de caisses qui sont parties vers Taïwan en 1949, au moment de la défaite des nationalistes. Donc, 1949, Chiang Kai-shek arrive avec son armée et 2 millions de personnes à Taïwan. Et là, c'est le choc parce que les Taïwanais vivaient pauvrement mais paisiblement, et tout d'un coup, ils deviennent le lieu de la résistance au pouvoir communiste. Et Chiang Kai-shek est absolument convaincu qu'il va récupérer la Chine, que tout ça, c'est une défaite temporaire, et qu'il va repartir à la conquête de la Chine. Donc, pendant cette question de la réunification entre Taïwan et la Chine, pendant très longtemps, elle s'est posée dans l'autre sens. C'est Taïwan qui voulait reprendre la Chine. C'est Chiang Kai-shek à Taipei qui voulait prendre la Chine. Le problème, c'est que ces soldats, ces officiels, ces fonctionnaires qui arrivent à Taïwan se comportent un peu en territoire conquis. Ça se passe très mal avec les populations locales, qui sont donc ces migrants venus 2 siècles plus tôt, qui sont devenus des Taïwanais et qui ont une vie locale et qui voient tout d'un coup arriver ces gens qui
prennent le contrôle de l'administration, de l'économie, de la sécurité, etc. Donc ça se passe très mal. Il y a des massacres, il y a une répression très forte. Et à partir de 1949, Chiang Kai-shek impose la loi martiale à Taïwan. Donc, et cette loi martiale va rester jusqu'en 1987. C'est énorme. Jusqu'en 1987, Taïwan a été une longue période de dictature avec aucune liberté, des massacres, des emprisonnements, etc. Et de l'autre côté, on a Mao avec lui aussi sa dictature et pas plus de liberté. Donc on a deux dictatures qui se font face, l'une à Taïwan qui veut récupérer la Chine, l'autre à Pékin qui veut d'abord survivre et qui est totalement introverti avec la révolution culturelle, avec les utopies maoïstes. Et au milieu, il y a la guerre froide, donc, qui fait de Taïwan le bastion pro-américain dans la région. Taïwan participe à la guerre de Corée, par exemple, au début des années 50, aux côtés des Américains. Ce sont et comme Mao est intervenu du côté de la Corée du Nord, il y a donc des Chinois contre des Chinois, des Chinois de Taïwan côté américain et des Chinois de Pékin côté nord-coréen. Donc voilà, cette histoire, elle s'accumule, il y a des couches comme ça qui s'ajoutent et qu'il faut comprendre parce que autrement on ne comprend pas où on en est aujourd'hui. Donc Chiang Kai-shek meurt, il est remplacé par son fils. Et son fils commence un processus de démocratisation. Et dans les années 80, Taïwan va se démocratiser. Donc je disais 87, la levée de la loi martiale. Et progressivement, Taïwan se normalise. Et ça accompagne, et c'est là qu'on en vient au sujet de la technologie et de l'enjeu actuel, ça s'accompagne de la progression de l'économie taïwanaise d'une manière absolument fulgurante. Ça commence dès les années 60-70, où Taïwan devient un lieu de manufacture, de délocalisation déjà, soutenu par un État très étatiste et par des investissements américains ou japonais. Et petit à petit, il y a une spécialisation sur la technologie. Et donc, dans les années 80, 70-80, Taïwan devient ce qu'on appelle à l'époque un des tigres asiatiques. Il y avait 4 tigres asiatiques. Il y avait Singapour, la Corée du Sud, Hong Kong et Taïwan, qui étaient des pays ou territoires, dans le cas de Singapour ou de Hong Kong, qui ont connu une croissance absolument phénoménale, basée sur la production technologique. Et Taïwan a été véritablement, de manière assez spectaculaire, l'un de ces territoires, avec une progression certaines années à 2 chiffres, puisqu'il y a eu une croissance économique et une croissance du secteur technologique avec la naissance d'entreprises familiales, etc., qui se sont transformées progressivement en quelque chose de beaucoup plus puissant. Et pendant ce temps-là, la Chine, elle, se remet progressivement de la période maoïste. Mao meurt en 1976, et c'est véritablement à partir de 1979 que Deng Xiaoping prend le contrôle et commence une politique dite de réforme et d'ouverture, donc qui commence progressivement à ouvrir l'économie chinoise. Donc Taïwan a un coup d'avance, c'est-à-dire que pendant 20 ans, il y a ce développement économique phénoménal. Et à partir de la fin des années 90, on assiste à, dans une certaine mesure, une inversion des rôles. C'est-à-dire que le modèle taïwanais commence à s'essouffler et surtout, la Chine commence véritablement à décoller.
Et il faut savoir que l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, c'est-à-dire le moment où elle explose sur la scène internationale, c'est 2001. Donc la fin des années 90, c'est le moment où se mettent en place voilà, les fondements, les fondamentaux de ce décollage économique de la Chine. Et ce décollage, il se fait en particulier grâce aux investissements taïwanais. Ça fait partie des grands paradoxes de cette histoire, c'est que les Taïwanais commencent à avoir un modèle qui s'essouffle, les coûts de production à Taïwan montent, les salaires deviennent trop chers, etc. Et tout d'un coup, juste de l'autre côté de la mer, la Chine leur dit, mais venez camarades, nous sommes ouverts, et en particulier, ils créent à Shenzhen 79, c'est un village de pêcheurs ou de paysans dans le sud de la Chine, à la lisière de Hong Kong. Hong Kong, à l'époque encore britannique. Hein. Shenzhen devient, et ça c'est l'idée de génie de Deng Xiaoping, une zone économique spéciale. C'est-à-dire que moi je l'ai connu quand c'était encore fermé aux Chinois, c'est-à-dire qu'un Chinois qui voulait passer à Shenzhen avait besoin d'un permis spécial, alors que c'est le territoire chinois. Donc c'était une zone où il n'y avait pas de taxes, où il y avait voilà, expérimentation d'un capitalisme qui n'était pas encore au goût du jour dans le reste de la Chine. Et Shenzhen, qui était donc ce village de paysans en 79, devient aujourd'hui une ville champignon de 13 ou 14 millions d'habitants, qui a connu plusieurs phases. Une phase d'usine à perte de vue avec des dortoirs de migrants, des gens qui venaient du reste de la Chine pour travailler pour 3 sous dans les usines de Taïwan. Et ces usines, elles appartenaient à qui? Elles appartenaient à des investisseurs taïwanais, hongkongais, singapouriens, chinois d'outre-mer, de Malaisie ou d'ailleurs, qui ont été les premiers sollicités par Pékin en disant venez nous aider à créer les bases d'une économie moderne. Et donc, les Taïwanais ont commencé à délocaliser leur production. Et donc, toutes les grandes boîtes taïwanaises de l'électronique, d'ordinateurs, etc., ont commencé à ouvrir des usines à Shenzhen, puis dans l'ensemble de la province du Guangdong, donc cette province du sud-est de la Chine, qui à un moment représentait un tiers de l'économie chinoise, un tiers de ses exportations, parce que c'est là qu'est née l'expression l'usine du monde. Le Guangdong est devenu véritablement l'usine du monde, c'est-à-dire qu'on faisait 20 km et on tombait sur une nouvelle ville de 15 millions d'habitants avec les cités dortoirs, qui était la caractéristique quand on se baladait là-bas début des années 2000, c'est qu'il y avait ces blocs d'immeubles habités par des hommes seuls, donc ces migrants qui travaillaient dans les usines, et on voyait des pantalons qui séchaient aux fenêtres. C'est comme ça qu'on reconnaissait ces blocs de dortoirs des migrants qui travaillaient dans les usines juste derrière, dans des conditions abominables, c'est-à-dire qu'ils travaillaient 14-15 heures par jour, 7 jours sur 7, etc. Enfin, c'était des conditions d'exploitation incroyables, mais qui ont permis le décollage de la Chine. Donc, il faut tenir compte de ça. Ce sont les investisseurs taïwanais, hongkongais, singapouriens, chinois d'outre-mer qui les premiers sont venus là. Ensuite, on a commencé à avoir des investissements étrangers, européens, américains, japonais, etc. Mais les premiers, c'était eux. Et pendant cette période, Taïwan est devenue une société de plus en plus prospère, mais dont la prospérité était liée à cette délocalisation. Donc les entreprises gardaient leur centre de recherche, etc., à Taïwan, mais envoyaient la production de l'autre côté. Donc, est monté en niveau aussi de savoir-faire, etc. Beaucoup d'étudiants taïwanais
sont partis aux États-Unis, beaucoup y sont restés et sont devenus des acteurs importants de la Silicon Valley, par exemple. Il y a énormément dans toutes les histoires d'entreprises de la Silicon Valley, il y a quelque part un Taïwanais américain. Il y a toujours un Taïwanais américain dans une histoire de la Silicon Valley, tellement ils ont irrigué ça. Et donc, il y a eu, dans les années 2000, une inversion comme ça non pas des rôles, parce que Taïwan a continué à progresser et Taïwan est aujourd'hui une société dont le revenu par habitant n'a rien à envier à l'Europe. Il faut quand même savoir ça. On est parti d'un pays qui, il y a 40 ans, avait un PIB par habitant de $150 par personne et qui aujourd'hui a plus de $40 000. Donc, on a eu une progression colossale et quand on est à Taipei, on voit une prospérité bien réelle, même s'il y a de fortes inégalités dans l'île. Mais la Chine a surgi comme une fusée sur le plan économique pendant ces années-là, avec une ambition qui, on le voit aujourd'hui, est d'être leader dans tous les domaines. Au début des années 2000, moi, quand j'habitais en Chine, on voyait des hommes d'affaires étrangers, occidentaux, qui disaient oui, on va délocaliser nos entreprises polluantes, on va leur laisser la sous-traitance des t-shirts à 1 euro, etc. Et ils ne se rendaient pas compte, je pense par aveuglement, parce que les conditions étaient tellement bonnes pour eux, ils ne se rendaient pas compte que la Chine, elle voulait bien prendre les t-shirts à 1 euro, mais elle voulait aussi faire les fusées, elle voulait faire les ordinateurs, elle voulait faire les voitures électriques et l'intelligence artificielle et les biotechnologies et les ordinateurs quantiques, etc. Et donc, sur 20 ans, depuis le début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, la Chine a eu cette formidable expansion qui fait que le rapport de force qu'il pouvait y avoir entre Taïwan et la Chine il y a 20 ans, qui était une société taïwanaise occidentalisée par certains côtés, avec des grandes entreprises performantes, etc., qui délocalisaient en Chine, se retrouve aujourd'hui avec un géant chinois qui a de plus en plus d'assurance politique, économique, technologique, scientifique, et qui n'entend plus se laisser dicter quoi que ce soit par qui que ce soit. Et qui surtout a commencé une expansion politique qu'on a vue à l'œuvre, et en particulier, et c'est là qu'on arrive à la situation actuelle, c'est que pendant toute cette période, il y avait un objectif de politique chinois qui était de réunifier les morceaux éparpillés de la Chine. C'était quoi les morceaux éparpillés de la Chine? C'était Hong Kong britannique depuis 150 ans, à la suite de ce qu'on a appelé les traités inégaux, les guerres de l'opium, etc. C'était Macao portugais, petit territoire connu pour les casinos, les mafias, etc. Et Taïwan, dont j'ai rappelé l'histoire tout à l'heure. Dans les années 90, la Chine récupère Hong Kong, accord avec les Britanniques, et en 1997, Hong Kong revient dans le territoire chinois, dans la nation chinoise, et en 99, c'est Macao. Donc Macao et Hong Kong reviennent avec un statut un peu particulier, qu'on a résumé par cette formule, un pays, deux systèmes, c'est-à-dire une forte autonomie tout en étant à l'intérieur de la République populaire de Chine. Restait Taïwan, et reste toujours Taïwan. C'est-à-dire que vu de Pékin, Taïwan, c'est le morceau égaré qui doit revenir dans la mère patrie. Mais le problème, c'est que les Taïwanais ne l'entendent pas tout à fait ainsi. Je racontais tout à l'heure que dans les années 80, il y avait eu cette démocratisation, et dans les années 90, on a un tournant important à Taïwan, c'est que non seulement il y a une démocratie qui se met en place, donc des élections libres, mais il y a surtout le premier président né à Taïwan. C'est-à-dire qu'on passe de ce leadership imposé qui arrive de l'extérieur, qui sont donc Chiang Kai-shek et son fils, qui arrivent de Pékin, qui sont les perdants de la guerre civile et qui essayent de se refaire une santé à Taïwan,
à tout d'un coup des gens qui sont nés et qui ont grandi à Taïwan et qui ont une perspective un peu différente et qui commencent à se détacher de l'idée de Chiang Kai-shek qui était un jour on va récupérer le continent. Parce qu'il faut savoir quand même que la Chine officiellement, enfin Taïwan officiellement, s'appelle toujours Republic of China, ROC. Donc c'est-à-dire le nom de la Chine avant 1949. Ça fait partie de ces paradoxes et de cette complexité incroyable de cette situation où tout s'entremêle, l'histoire, etc. Donc, dans les années 90 et en particulier, il y a ce premier président né à Taïwan qui s'appelle Lee Teng-hui. Et ensuite, il y a les premières élections qui permettent une alternance. Donc, on permet d'abord à des partis d'opposition d'exister. Et il y a un parti qui s'appelle le DPP, le Parti démocratique progressiste, qui lui, on l'appelle en général indépendantiste, ce qui n'est pas tout à fait correct, mais qui en tout cas a une identité taïwanaise, alors que l'autre parti, l'héritier de Chiang Kai-shek, s'appelle toujours le Kuomintang, c'est-à-dire ces partis nationalistes chinois qui étaient au pouvoir à Pékin autrefois. Donc on a ces deux tendances. Il y a 20 ans, c'était encore très fort. Moi, je me souviens que j'y suis allé pour la première fois en 1999 pour ces premières élections qui ont permis l'alternance. Donc on est passé d'un président Kuomintang à un président DPP. Et les gens votaient beaucoup en fonction de leur histoire familiale. Si on était un fils ou petit-fils de quelqu'un qui était venu avec Chiang Kai-shek, on continuait à voter Kuomintang. C'était une sorte de loyauté familiale. Ça a beaucoup disparu aujourd'hui. Et en revanche, les Taïwanais de souche, comme on les appelle, mais aujourd'hui tout le monde est né à Taïwan, mais ceux qui avaient, disons, une lignée qui remonte au-delà de 1949 ou 1945, eux votaient plutôt DPP qui flattait l'identité taïwanaise. Et aujourd'hui, on a une situation où, d'une part, il y a une véritable démocratie, c'est-à-dire qu'on en est maintenant à la troisième alternance, c'est-à-dire que voilà, un parti qui bat l'autre, l'autre passe dans l'opposition, on s'installe au pouvoir, on perd les élections suivantes, enfin bref, comme dans tout pays démocratique. On a une liberté de la presse qui est totale. Tu rappelais que j'étais président de Reporters sans frontières. Taïwan, dans le classement de la liberté de la presse dans le monde, Taïwan et la Corée du Sud se disputent la première place pour l'Asie. Une année c'est l'un, une année c'est l'autre. Ce sont les deux premiers pays pour la liberté de la presse. Taïwan a une société ouverte, c'est-à-dire que c'est le premier pays d'Asie et le seul pour l'instant à avoir légalisé, par exemple, le mariage homosexuel. C'est pas rien quand on sait à quel point il y a des conservatismes dans d'autres pays qui empêchent toute évolution, y compris en Chine, où l'homosexualité a été dépénalisée et retirée de la liste des maladies psychiatriques. C'était le cas il y a encore 20 ans, et ça a été retiré. Mais aujourd'hui, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. C'est-à-dire que voilà, on ne persécute pas l'homosexualité, mais on demande aux gens d'être discrets. Voilà. Donc, Taïwan, voilà, il y a une gay pride, il y a le mariage gay, il y a une liberté de la presse, il y a une société civile florissante, etc. Donc, et il y a cette identité taïwanaise qui a énormément progressé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans tous les sondages, et on a vu une progression sur 10-15 ans, 90% des Taïwanais se décrivent aujourd'hui comme Taïwanais ou Taïwanais et Chinois. Et il n'y en a plus que 10% qui se décrivent uniquement comme Chinois. C'est-à-dire que cette idée que Taïwan est un bout de Chine séparé a aujourd'hui disparu. Ça ne veut pas dire que les Taïwanais ne sont pas des Chinois culturels. C'est une société confucéenne, c'est une société où on parle et on a préservé la culture chinoise, d'ailleurs un peu mieux que sur le continent, parce qu'il n'y a pas eu la révolution culturelle qui a beaucoup détruit sur le continent. Ils sont culturellement chinois et politiquement taïwanais. Et ce qui
s'est énormément développé ces dernières années, d'abord avec les nouvelles générations, et d'autre part, parce que cette identité démocratique s'est construite par opposition à l'autoritarisme du continent, l'autoritarisme croissant. Et ces dernières années, on a vu deux dates clés dans cette construction-là. La première, c'est ce qu'on a appelé la révolution des tournesols. C'était, je crois, 2016 ou 14, non 2014, pardon. C'était le Kuomintang qui était au pouvoir et il essayait de faire passer en sous-main discrètement à l'Assemblée une loi qui resserrait les liens économiques avec le continent. Le Kuomintang a toujours été plus sensible aux sirènes de Pékin que le DPP. Et tout d'un coup, les étudiants se sont mobilisés et ont envahi le Parlement taïwanais pour empêcher le vote. Et ça a été ce qu'on a appelé la révolution des tournesols, qui a bloqué ce processus et qui a fait que 2 ans plus tard, le DPP est revenu au pouvoir avec la présidente actuelle, Tsai Ing-wen, qui est une femme, qui est donc classée indépendantiste, donc qui a pris ses distances par rapport à la Chine. Ça, c'est la première date. La deuxième, c'est ce qui s'est passé à Hong Kong et ces 2 dernières années. Donc les manifestations réprimées, puis la mainmise de Pékin qui a cassé un pays de système dont je parlais tout à l'heure et qui a aujourd'hui normalisé la société hongkongaise pour en faire quasiment, pas encore totalement, mais quasiment un bout de Chine avec des dizaines de prisonniers politiques, une mainmise, une remise au pas de la presse, etc. On a Jimmy Lai, qui est un patron de presse taïwanais, hongkongais, qui est aujourd'hui en prison. Il y a une type qui a 70 ans, il y a une photo on le voit emmené par la police, enchaîné. Il a des chaînes autour de la taille et du corps pour l'emmener en prison. Enfin bref. Et ça a provoqué un choc à Taïwan parce que la Chine leur disait mais venez, on va vous donner l'autonomie comme à Hong Kong, vous aurez un pays de système, etc. Là aujourd'hui, évidemment, ce discours-là ne fonctionne plus. Donc ça, c'est la toile de fond politique. Donc on a ces 2 mondes. Et on a la rivalité sino-américaine qui se surimpose sur cette réalité-là. C'est-à-dire que depuis 2 ans, on a un fossé qui grandit entre les 2 superpuissances du XXIe siècle, la Chine et les États-Unis. Et on a une administration américaine, celle de Trump, mais aujourd'hui celle de Biden, qui continue à mettre des garde-fous extrêmement serrés sur la technologie chinoise. Parce que le cœur de l'affrontement sino-américain, c'est la technologie. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il y a plein d'enjeux entre les 2 pays, et la technologie, c'est le cœur du réacteur de la différence entre les 2 mondes. Et de ce point de vue-là, tout d'un coup, qu'est-ce qu'on découvre? Que Taïwan, c'est le bijou de la famille. C'est-à-dire que, et c'est là qu'on va rentrer un peu dans le détail de cette histoire, c'est que il y a une entreprise, on en a déjà parlé dans cette émission, mais je pense qu'elle mérite qu'on revienne dessus et qu'on s'y attarde. Il y a une entreprise qui est sans doute l'entreprise la plus importante au monde aujourd'hui et la plus méconnue au monde. Je pense que si on fait un sondage en France aujourd'hui, il n'y a pas 1% des Français qui savent ce que représentent ces initiales TSMC. TSMC, c'est 80% des semi-conducteurs haut de gamme du monde entier. C'est un géant absolu. Produit par un seul pays. Et par une seule entreprise. Et TSMC, c'est une histoire intéressante parce que le fondateur de TSMC, il s'appelle Maurice Chang. Et il était le PDG jusqu'en 2018. C'est quelqu'un qui est né en 1931, donc il a une longue vie. Et il est né non pas à Taïwan, il est né en Chine. Il est né dans une ville chinoise. Et il a, dans la classe moyenne, on n'employait pas cette formule à l'époque, mais ce qui serait la classe moyenne de l'époque. Lorsqu'il y a eu la guerre civile, sa famille s'est réfugiée à Hong Kong.
Et lui, après la Deuxième Guerre mondiale, a pu partir étudier aux États-Unis. Il a fait des très bonnes études. Il a été à Harvard, il a été au MIT, il a été à Stanford. Et il a fait l'essentiel de sa carrière à l'époque chez Texas Instruments, qui est une entreprise qui a eu son heure de gloire, qui est peut-être moins glorieuse aujourd'hui. Je ne sais même pas si elle existe encore d'ailleurs. Enfin bref, et qui était une des grandes boîtes électroniques, etc. Il a fait toute sa carrière là-bas et qui était, il a été dans les premières productions de semi-conducteurs aux États-Unis à l'époque. Et dans les années 70, Taïwan est venu le chercher. Et Taïwan avait créé un organisme qui essayait un organisme d'État qui s'appelait l'Industrial Technology Research Institute, ITRI, qui était destiné à encourager, organiser, pousser le développement technologique de Taïwan. Et donc, Maurice Chiang est venu à Taipei pour s'occuper de cet institut. Et il en est parti en 1987. Il a fait une sorte de spin-off de l'ITRI pour créer TSMC. Donc, c'est à partir de cet organisme qu'est né TSMC, avec des investissements à la fois locaux et américains qui ont créé cette fonderie de semi-conducteurs qui progressivement a développé un modèle qui était de permettre aux entreprises américaines d'être fabless, c'est-à-dire sans usine, donc qui dessinaient les puces et les faisait fabriquer de plus en plus par TSMC. Donc cette entreprise a acquis une taille et une notoriété et une technicité absolument colossale et s'est mise à occuper un lieu stratégique dans l'industrie électronique mondiale d'une manière incroyable. Et donc, 60% de ses clients étaient américains, 20% chinois, et TSMC a grandi comme ça. En 2020, les bénéfices, je parle des bénéfices, pas le chiffre d'affaires, les bénéfices de TSMC, c'est 47 milliards de dollars. Les bénéfices. C'est gigantesque. Après, les investissements sont absolument colossaux. Une usine de TSMC, là, Trump leur a tordu le bras pour qu'ils viennent en construire une aux États-Unis, en Arizona. Une usine de TSMC, c'est 12 milliards de dollars. Donc, c'est une société qui a annoncé il y a quelques semaines qu'elle allait investir 100 milliards de dollars au cours des 3 années qui viennent. Par comparaison, Samsung, qui est l'autre grand producteur de semi-conducteurs au monde, consacre 100 milliards de dollars sur 10 ans. Donc, eux, c'est sur 3 ans. Et le plan européen présenté comme le plan qui va sauver l'Europe, etc., pour un continent de 450 millions d'habitants, c'est 12 milliards d'euros, disons 15 milliards de dollars, pour arrondir. Donc, on est dans des échelles qui sont absolument différentes. Et TSMC a une caractéristique, c'est que TSMC n'a jamais délocalisé sa production. C'est-à-dire que même lorsque les relations politiques étaient très bonnes ou en tout cas moins mauvaises entre Taïwan et Pékin, TSMC est resté sur le sol taïwanais. Tout comme d'ailleurs les autres, puisqu'il y a d'autres entreprises très performantes de semi-conducteurs taïwanaises. Il y a Mediatek, il y a UMC qui sont également restés sur le territoire. Et aujourd'hui, il faut savoir que les semi-conducteurs, c'est 1/3 des exportations taïwanaises. 1/3. C'est un seul produit. C'est colossal, c'est le pétrole. Les semi-conducteurs, c'est le pétrole de Taïwan. Alors, on dit de plus en plus que c'est le pétrole du XXIe siècle, mais l'Arabie saoudite du semi-conducteur, c'est Taïwan. C'est-à-dire que ce qui est à la fois sa force
et il faut bien le dire aussi, sa faiblesse, puisque un seul produit occupe une place aussi importante dans son économie, c'est dangereux. Et ce qui s'est passé, c'est que le climat de guerre froide que Trump a développé et qui continue aujourd'hui, qui s'aggrave aujourd'hui d'ailleurs, on pourrait le dire, a impacté complètement cette industrie-là, puisque l'année dernière, en gros, les Américains ont dit à Taïwan, vous n'exportez plus aux entreprises chinoises. Voilà la liste. Et en particulier, Huawei, donc c'était 20% des exportations de TSMC, c'était des contrats de TSMC, c'était Huawei. Donc une seule entreprise chinoise, géante, numéro 1 mondial de l'équipement télécom, des smartphones, etc. C'était 20%. Et du jour au lendemain, en juillet 2020, c'est tombé à zéro. Et malgré ça, ils ont fait un bénéfice record l'année dernière. Alors il faut dire qu'il y a une explosion dans la demande de semi-conducteurs dans le monde, à tel point, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, qu'il y a une pénurie aujourd'hui à l'échelle mondiale. Les chaînes automobiles ont dû arrêter dans pas mal de pays pendant des semaines entières, et plein d'autres secteurs sont aussi impactés par cette pénurie, parce que d'abord des semi-conducteurs, il y en a partout, dans tous les produits aujourd'hui. Dans une voiture électrique, il y en a 3000, c'est colossal, mais il y en a dans il n'y a pas un objet, alors évidemment nos smartphones, ordinateurs, etc., mais les objets connectés, la moindre cafetière électrique aujourd'hui, des semi-conducteurs. Et c'est évidemment quelque chose qui a… voilà. Et d'autre part, donc, il y a ce climat de guerre froide qui arrive, et la Chine se retrouve sans accès à l'entreprise la plus performante du monde. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'ils ont plusieurs générations d'avance. C'est-à-dire que l'unité de mesure du semi-conducteur, c'est le nanomètre. Et selon la loi de Moore qui fait qu'on a une miniaturisation qui continue depuis des générations maintenant, les Taïwanais produisent aujourd'hui à 5 nanomètres. Ils vont passer à 3 dans une usine qui est en cours de construction dans le sud de Taïwan, et ensuite à 2. Les Chinois, pour l'instant, sont au mieux à 7 et surtout au-dessus de 10. Et donc, ils sont encore très loin, et le passage de génération en génération, cette miniaturisation, ça ne se décrète pas avec un tableau Excel. C'est un savoir-faire, etc., absolument colossal. Donc, il y a une tentative de rattrapage chinois avec des investissements absolument massifs. Et il faut savoir que la Chine aujourd'hui dépense plus en importation de semi-conducteurs qu'en pétrole. Donc là, on revient à cette analogie avec le pétrole, mais là, c'est concret, c'est absolument colossal. Et donc, tout d'un coup, TSMC, Taïwan, devient l'enjeu numéro 1 de l'affrontement des superpuissances. Oui. C'est-à-dire que là où on se disait, OK, il y a des arrangements, on se déteste, on ne s'aime pas, mais on fait du commerce et le commerce l'emporte sur le tout, etc. Là, c'est fini. Et aujourd'hui, on a cette logique de la muraille de Chine, pour faire un mauvais jeu de mots, qui s'installe dans le détroit de Taïwan et qui explique la crispation actuelle. Là, en ce moment, on a un climat de guerre. Moi, je ne pense pas qu'il y aura la guerre, mais il y a un climat de guerre. Il y a une photo extraordinaire qui a été rendue publique il y a quelques jours par la marine américaine, où on voit deux marins qui sont deux marins d'un navire de guerre américain qui mouille dans la mer de Chine du Sud. On le voit à l'écran, Pierre, oui. D'accord. Et voilà. Et qui regarde, mais le bateau qu'on voit au loin, c'est le porte-avions Liaoning, c'est le fleuron de la marine de guerre chinoise.
C'est-à-dire qu'on est à quelques encablures, les deux flottes mouillent dans les mêmes eaux, les avions se croisent, etc. Et les Chinois viennent de faire des manœuvres militaires, viennent de faire 2 campagnes de manœuvres militaires autour de Taïwan. Dans la première, le porte-avions était à l'est de Taïwan, donc non pas du côté chinois, mais du côté grand large. Et côté ouest, il y avait l'aviation. Et la presse de Pékin a écrit noir sur blanc, c'est pour montrer aux Taïwanais ce que nous pouvons faire et comment nous pouvons les isoler comme nous voulons de leurs soi-disant amis américains ou japonais. Ne vous faites pas d'illusions, ils ne pourront pas venir vous aider. Voilà. Ça, c'était écrit noir sur blanc. Là, ils viennent de faire une nouvelle campagne de manœuvre avec tir à balles réelles, etc. Bref, on a ce climat de guerre parce que je ne pense pas que la Chine soit sur le point de déclencher une guerre. Elle n'a pas intérêt. Alors, la rationalité n'est pas forcément toujours au rendez-vous dans ce genre de situation. Elle n'a pas intérêt à déclencher une guerre qu'elle n'est pas sûre de gagner et qu'elle est, à mon avis, plutôt sûre de perdre si les Américains rentrent en jeu. La Chine a énormément développé son armée, mais elle est encore loin derrière les Américains en termes de capacité, en termes aussi de technologie, de savoir-faire. Et donc, il est peu probable que les Chinois se lancent dans une telle aventure qui aurait en plus un impact terrible sur leur économie. En revanche, il y a pression pour couper Taïwan de ses soutiens. Et ils essayent d'empêcher ils essayent de mettre Taïwan dans un coin pour un jour dire aux Taïwanais, OK, c'est game over, vous n'avez pas le choix, vous revenez dans le giron, autrement, vous allez mourir à petit feu. Et une de leurs stratégies, c'est de vider Taïwan de sa substance. C'est-à-dire que, par exemple, ils font des ponts d'or aux Taïwanais pour qu'ils viennent travailler en Chine. Il y a 3000 ingénieurs de l'industrie du semi-conducteur qui sont partis en Chine. C'est 10% des ingénieurs taïwanais du secteur qui sont partis travailler en Chine parce qu'on leur offre des conditions qu'ils ne veulent pas refuser. Et on est dans cette contradiction, peut-être on pourrait même dire schizophrénie, où en gros, le pays qui veut vous détruire ou vous avaler est aussi le pays qui vous offre des ponts d'or. Donc c'est un grand paradoxe. Et je termine sur une toute petite anecdote, mais qui est très significative. Il y a 2 ans, j'étais faire une conférence à Taipei, et à la fin de la conférence, j'étais entouré par plein de jeunes, d'étudiants taïwanais, et il y en a un qui m'a dit une chose qui m'avait vraiment ému, enfin bouleversé, parce que ça résume cette équation qui est très complexe. Il m'avait dit, voilà, monsieur, donnez-nous un conseil. Il dit, nous, on aime Taïwan et on aime la démocratie, mais qu'est-ce qu'on fait si le pays qu'on considère comme une dictature nous offre un meilleur avenir? Ah oui, ouais. C'est le dilemme aujourd'hui, c'est-à-dire que si vous êtes un étudiant taïwanais, vous voulez faire un MBA, vous voulez créer une start-up, vous appelez Shanghai, vous avez le tapis rouge. Des prêts à taux zéro, des logements, des kindergarten pour vos enfants, des machins, ouais, il y a tout. Tout vous est offert. Et il y a une partie des jeunes qui cèdent à ces sirènes-là. Et donc, d'une certaine manière, ils essayent de faire sortir la force vive de Taïwan. Taïwan répond à ça, à la fois en essayant de créer une sorte de patriotisme économique pour que les gens restent, mais aussi avec une politique d'immigration qui est assez ambitieuse. C'est-à-dire que Taïwan essaye d'être le hub de l'Asie du Sud-Est. Donc, ils offrent les mêmes conditions, d'une certaine manière, à des jeunes des Philippines, de Thaïlande ou d'Indonésie qui voudraient travailler dans la technologie, qui voulaient créer des startups, etc. Et ils ont créé d'ailleurs une sorte de Silicon Valley asiatique dans la ville de Taoyuan, dans le nord, qui concentre aujourd'hui une bonne partie de ce secteur. Et dernier point d'ailleurs qui est assez drôle, c'est que
tout d'un coup, avec le début du Covid, donc l'année dernière, Taïwan s'en est très bien sorti. On l'a plusieurs fois montré, dit, etc. Voilà, c'est une île, ils étaient prêts parce qu'il y avait eu le SRAS il y a 20 ans. Voilà, plein de conditions, mais enfin, ils s'en sont très bien sortis. Et donc, il y a un certain nombre de Taïwanais américains, notamment ceux de la Silicon Valley, qui se sont dit, quand ça a commencé chez eux, en disant, on va peut-être aller se réfugier à Taïwan, avec de la famille, etc. Et donc, ils sont partis à Taïwan. Et on a aujourd'hui tout un écosystème de start-up qui est né de ce retour de Taïwanais américains de la Silicon Valley, qui ont continué à faire des affaires, à être des business angels, à être des initiateurs, etc. Et on a, il y avait un article dans le Financial Times il y a quelques jours qui racontait l'itinéraire de gens qui avaient participé à la fondation de YouTube ou à la fondation de Twitter, qui ont gagné beaucoup d'argent aux États-Unis et qui tout d'un coup aujourd'hui se remettent à investir à Taïwan, alors que pendant très longtemps ils avaient plus ou moins tourné le dos à. Oui, ce sont les business. Je peux demander à notre ami Mathilde, que je le salue d'ailleurs, qui est de notre technicien Twitch de Gaming Campus, pour me dire comment réduire cet écho. J'avoue que moi, je ne le sais pas. Bref, oui, en gros, ce sont les business angels, en fait, aujourd'hui, comme tu le dis, qui reviennent au pays pour soutenir l'écosystème et puis faire gagner Taïwan. Oui, parce qu'en fait, comme je disais, il y a eu cet affaiblissement du modèle taïwanais qui a gardé ces énormes entreprises dans les semi-conducteurs qui, elles, sont leaders à l'échelle mondiale. Mais à côté de ça, les entreprises taïwanaises de la technologie, se sont affaiblies. Soit elles ont trop délocalisé et elles ont perdu leur capacité à Taïwan, soit il n'y a pas eu de relève. Et c'est ça que Taïwan essaye de réamorcer aujourd'hui, c'est-à-dire un esprit d'initiative, d'entreprise dans la nouvelle génération. Alors, il faudrait que je... Oui, Pierre, il faut que tu partages sur Meet. Voilà, parfait. Ça y est, c'est bon. Ça fait disparaître l'écho? Non, peut-être, je ne sais pas. Marion, on est en direct, on veut tous vos conseils avec plaisir. Marion, coupe de ton ordi quand tu parles, il doit y avoir un petit Larsen. Alors, je vais couper le son, peut-être un petit peu, mais je n'entendrai plus Pierre, si c'est le cas. Bref. Alors, justement, Pierre, tu voulais terminer, mais ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse réagir un petit peu ceux qui nous écoutent sur le sujet taïwanais. Mais tu voulais terminer ton propos avant. Oui, non, je voulais dire, je pense qu'il faut... on est très loin de ce monde-là, nous, en France ou en Europe, et pourtant, il n'est pas loin, puisque aujourd'hui, d'abord, par exemple, cette affaire des semi-conducteurs, et c'est un enjeu planétaire. On voit bien, Renault ou PSA ont dû couper leurs usines parce qu'il manquait de semi-conducteurs, et que on n'est pas des simples observateurs de ce qui se passe. L'Europe, elle va devoir choisir à un moment si soit elle devient le sous-traitant de ces deux grands. Et Trump, quand il a demandé à TSMC de construire une usine en Arizona, il y avait quelque chose, puisqu'on parlait de l'analogie avec le pétrole, il y a le risque de voir émerger une sorte d'OPEP. Les producteurs de pétrole avaient créé l'OPEP. Et l'OPEP, à un moment, ils ont perdu ce pouvoir aujourd'hui, avait le robinet du pétrole. Vous ne voulez pas payer plus cher, on vous coupe le pétrole. Et tout d'un coup, là, on est dans une situation où il y a un axe Amérique-Taïwan qui est en train de se créer autour des semi-conducteurs. Et de l'autre côté, il y a la Chine qui essaye de rivaliser. Et l'Europe n'a pas intérêt à rester à l'écart de tout ça. Et donc, on a un besoin, je pense, vital dans le contexte actuel, de comprendre ces enjeux. C'est absolument essentiel de comprendre ce qui se joue là-bas. Alors, Pierre,
Tu veux bien, il y a un écho de mon côté. Pardon pour les conditions. Est-ce que... D'accord. Le son peut-être t'arrive, Pierre, et c'est ça qui peut-être crée l'écho via ton ordinateur. C'est pas grave. Ma question et mon commentaire va être court. Est-ce que vous avez des questions pour ceux et celles qui nous écoutent à Pierre, évidemment. Et si oui, je les prends puisque j'ai accès au chat là devant mes yeux. Avant ça, moi j'en ai une. Pierre, tu dis que justement, et c'est le nerf de la guerre, les semi-conducteurs, on avait dédié une émission à ça récemment. C'est un petit peu comme faire un jardin sans eau, quoi. C'est quasiment vital pour l'industrie et toute l'industrie technologique aujourd'hui. Quelle est la prédiction, Pierre, puisque tu dis justement que la bataille se joue et va se jouer entre deux camps, on l'a bien compris, la Chine qui va essayer d'annexer le plus possible Taïwan dans tous les sens du terme, et puis de l'autre, les États-Unis qui vont peut-être faire bloc d'ailleurs avec des pays qu'on pourrait appeler les pays alliés. Quelle est ta prédiction dans ce qui va faire la une des actus bientôt? Parce qu'il va y en avoir, évidemment, il va y en avoir d'autres. Là, on est dans une phase de choc, de test. On le voit, c'en est même effrayant à quel point c'est visible entre la nouvelle administration américaine, qui est là depuis même pas 3 mois, et de l'autre côté, la Chine. Donc, tout ce que je décrivais sur le plan militaire, sur le plan politique en ce moment, autour de Taïwan, et de l'autre côté, la Russie et ce qui se passe autour de l'Ukraine. Et on voit bien qu'il y a un bras de fer qui peut se transformer en guerre. Aujourd'hui même, les Américains ont expulsé 10 diplomates russes et sanctionné très lourdement la Russie pour des cyberattaques qui ont eu lieu il y a quelques mois. Donc, il y a entre ces deux mondes, donc cette Amérique qui veut être le leader du monde libre, etc. Enfin, on retrouve tout un vocabulaire de la guerre froide qui est assez incroyable. Et de l'autre côté, cet axe russo-chinois qui remet en question. Alors, c'est très ambigu parce que d'un côté, moi, ça ne me dérange pas que la Russie et la Chine remettent en question la domination occidentale du monde. Je pense que la domination occidentale du monde, elle a été abusive et elle n'a pas fait de ce monde une merveille. En revanche, moi, ça me dérange que les pays qui soient porteurs de cette remise en question soient des pays autoritaires qui mettent les Ouïghours dans des camps, qui mettent les Hongkongais en prison, qui empoisonnent Navalny ou qui menacent l'Ukraine. Et donc, c'est cette dichotomie du monde actuel qui est en train de se jouer. C'est-à-dire que les gens se testent et de la manière dont les rapports de force vont s'établir dans les mois et les années qui viennent, ça va avoir de l'influence sur peut-être les décennies à venir. Et c'est pour ça que je disais que l'Europe elle est encore trop faible, trop peu consciente de ses enjeux, trop introvertie souvent, parce que c'est maintenant que ça se joue. Et donc, est-ce que l'Europe est condamnée? L'Europe a raté quelques trains, par exemple dans la technologie, c'est évident. Ce matin, dans les Échos, il y avait ce classement de l'innovation et des 50 entreprises les plus innovantes au monde. Les entreprises, hein. On ne parle pas de capitalisation, on ne parle pas de richesse, etc. On parle d'innovation, avec des critères très précis d'innovation. Sur les 50 entreprises les plus innovantes au monde, il n'y a pas un Français. Et sur les 10 premiers, il n'y a plus un Européen. Donc, il y a 7 Américains, un Chinois, un Japonais, un Sud-Coréen. Donc, voilà, si on n'est pas conscient de ça et si on ne prend pas les mesures ou si on ne prend pas conscience de la nécessité de remédier à ça, je pense qu'on se condamne à être les sous-traitants des Américains, puisque si on doit choisir notre camp, on choisira sans doute celui des Américains. Lequel camp ne sera pas forcément désagréable. Voilà. Mais
on sera soumis à leurs décisions politiques, à leurs normes technologiques et à leurs impératifs. Et c'est là qu'on aura raté quelque chose, je pense, parce que oui, on a quand même l'ensemble européen, c'est le premier marché au monde, 450 millions, même sans le Royaume-Uni. On a une histoire et une base technologique qui fait qu'on devrait, on a les gens, on a le savoir-faire, on a on a même l'argent, et il y a une mayonnaise qui ne prend pas parce qu'on reste très morcelé sur une base nationale, sur peut-être aussi avec, on s'est laissé tondre la laine avec, voilà, dès qu'il y avait un talent qui sortait, il partait aux États-Unis, etc. On est dans un moment décisif, voilà. Est-ce que tu veux dire par là que demain, nos cerveaux et nos élites seraient plus tentés par Taïwan que la Silicon Valley? Ah, moi je connais des Français qui se sont installés à Taïwan, notamment quand j'y étais il y a 2 ans, j'avais rencontré les gens d'une start-up, je ne sais pas s'ils m'écoutent, non, il est trop tard là-bas, ils dorment à cette heure-ci, une start-up dans l'éolien, dans l'énergie éolienne, qui travaille à Taïwan, et qui monte des projets, y compris en Europe d'ailleurs. Non, je pense que franchement, il y a de quoi faire là-bas. C'est pas inintéressant. Il y a beaucoup d'atouts, y compris en termes de qualité de vie. Bon, alors, quand le Covid ne sera plus parmi nous, on pourra peut-être aller ensemble, Pierre, à Taïwan et faire un live Twitch depuis là-bas. Ce serait formidable. Chers amis, il est temps de se quitter puisque on a tous une vie à côté et surtout toi, Pierre, tu prépares ta chronique demain matin sur France Inter. Est-ce qu'on peut connaître un petit peu la teneur de ta chronique demain matin? Oui, je parlerai de l'Ukraine parce que le président ukrainien est demain à Paris. Ah oui. Et il vient pour demander le soutien de la France et de l'Allemagne d'ailleurs, parce que Merkel sera en visioconférence, donc ils seront à 3. Et il vient pour demander le soutien de la France et de l'Allemagne à une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, ce qui serait pour l'Ukraine une véritable protection, puisque il y a une règle, l'article 5 de l'OTAN, c'est si un membre est agressé, tous les autres viennent automatiquement à son secours. Ce qui est aussi la raison pour laquelle il n'obtiendra pas ce soutien, parce que si aujourd'hui l'Ukraine rentrait dans l'OTAN, on serait en guerre avec la Russie demain. Et je crois qu'on n'en a pas vraiment envie. Et en tout cas, tout l'enjeu de ces entretiens et de tout ce qui se passe autour, c'est de savoir comment on peut défendre l'Ukraine, comment on peut aider l'Ukraine à se défendre sans se mettre dans une situation où on est tout d'un coup en guerre avec la Russie parce que personne n'en a envie, ni les Russes ni nous. Voilà. Je te le confirme d'autres sources, mais oui, tu es mieux placé que moi pour le savoir. Un grand merci à toi, Pierre, pour cette passionnante exploration dans l'histoire de Taïwan et puis tout ce qui se joue aujourd'hui autour de ce petit Israël, quelque part, ce petit Tel Aviv qui concentre évidemment des technologies de pointe, et on l'a bien compris, c'est le pétrole de l'Asie. Voilà, on a appris plein de choses. J'espère que vous aussi, chers Twitchers qui nous écoutez, vous êtes, je vois des merci. Norberto, je te salue. Je ne sais pas où tu es dans le monde en ce moment, mais on se connaît et je te remercie de nous écouter. On se retrouve très bientôt sur un autre thème et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à le faire sur ce chat et on sera évidemment en replay très bientôt et sur YouTube. Merci à toi, Pierre. À très bientôt.